Bonjour à tous les fans de géopolitique. Alors, depuis le 24 février, on parle beaucoup de sanctions économiques. J'ai souhaité en savoir plus et j'ai un super spécialiste qui a accepté d'échanger avec moi. Bonjour Olivier Laurence, vous êtes spécialiste des sanctions économiques, avocat au sein du cabinet Achos. Peut-être une première question. Qu'est-ce qui vous a amené, d'un point de vue peut-être personnel et professionnel, à vous intéresser à ce sujet? Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi de répondre à vos questions. Ce sujet, c'est un sujet que j'ai découvert de manière assez accidentelle au tout début de ma carrière d'avocat il y a une petite quinzaine d'années. Je travaillais à l'époque dans un cabinet américain et de manière assez anecdotique, un jour, un de mes associés me demande si j'ai un peu de temps pour l'aider sur un dossier qui devait durer quelques semaines, selon lui, et qui était une enquête qui était diligentée par des autorités américaines contre une grande banque française. Et il s'est avéré que ce dossier est devenu structurant pour ma carrière, vu que c'était le dossier BNP à l'époque et qu'on était en 2008, donc 6 ans avant l'amende record à laquelle la banque a été exposée. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite des sanctions. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir vivre à Bruxelles pendant quelques années, entre 2013 et 2015. Et là aussi, comme j'ai un sens du timing assez idoine, je suis arrivé à Bruxelles à quelques mois de l'annexion de la Crimée, qui a donné lieu à une première vague de sanctions européennes et américaines contre la Russie. Et donc, j'ai vraiment découvert à ce moment-là tous les rouages institutionnels à Bruxelles, au sein de l'Union européenne, sur ces sanctions, comment elles s'adoptent, comment elles se construisent et surtout quelles incidences elles ont sur les acteurs économiques européens, français et européens. Est-ce que les chefs d'entreprise ont conscience de toutes les conséquences possibles d'une violation volontaire ou involontaire de ces sanctions? Alors ce sujet, je vais le distinguer, il y a eu, on va dire, 3 temps. Il y a vraiment eu, une vraie méconnaissance de ces sujets qui étaient des sujets qui étaient, principalement américains et jusqu'à ce que les États-Unis décident d'appliquer, leurs droits de manière extraterritoriale à des entreprises en dehors de leur territoire. Les entreprises étaient assez peu sensibilisées, voire pas du tout sensibilisées à ces sujets, sauf si elles avaient des actionnaires américains ou une présence sur le territoire américain. Heu, ça nous amène environ jusqu'en 2014. Jusqu'à l'amende BNP et concomitamment, le début, des incursions militaires russes en Crimée. Et là, on a un premier électrochoc, c'est-à-dire que, notamment, les acteurs bancaires et les assurances se rendent compte qu'elles sont assujetties à ces règles, que ces règles, elles vont au-delà de leurs frontières et que donc elles doivent être particulièrement vigilantes quand elles conduisent des activités dans telle ou telle zone géographique dans le monde. Et ensuite, donc on a une montée en puissance, au sein des entreprises qui, commencent à se structurer, qui, en fonction de leur domaine d'activité, sont plus ou moins matures sur ces sujets. Mais en tout cas, il y a vraiment eu un avant-après, 2014. 2014 à aujourd'hui, et aujourd'hui, je trouve qu'on rentre dans une autre ère, ce qui est assez intéressant, ce qui, à mon sens, justifie aussi de l'intérêt que vous portez à ce sujet, qui est une ère d'utilisation massive des sanctions économiques. On a, entre 2014 et 2022, une utilisation progressive. On a vu l'utilisation de sanctions économiques, notamment à l'encontre de la Russie, à l'encontre de la Syrie. On a eu la signature de l'accord de Vienne, puis le retrait de l'accord de Vienne en 2016, puis 2018. Donc un retour sur le marché iranien, puis une sortie du marché iranien de certaines entreprises. Mais c'est vrai qu'on était sur des territoires qui étaient des territoires relativement peu importants d'un point de vue commercial. Et là, avec la guerre en Ukraine et les sanctions sans précédent qui sont adoptées depuis maintenant 8 semaines par l'Union européenne et de manière plus globale les démocraties occidentales, on se rend compte que les entreprises sont beaucoup plus durement touchées qu'elles ne l'étaient jusqu'alors parce que la Russie est un partenaire commercial de beaucoup d'entre elles et donc elles se sont retrouvées dans la précipitation à devoir analyser leur exposition au risque et ensuite à sortir, le cas échéant, de certaines relations établies. Et donc là, je trouve qu'on rentre dans une nouvelle ère, dans une ère où le sujet sanctions économiques devient un sujet central dans la gestion du risque pour l'entreprise. Et donc, je suis assez impatient de voir comment est-ce que les entreprises, maintenant et pour les prochaines années, vont appréhender ce risque, alors que c'est un risque qu'elles ne connaissaient pas ou qu'elles maîtrisaient peu jusqu'en 2014 et dont elles commençaient à découvrir les contours de 2014 à 2022. Ce qui, à vous entendre, donc ça signifie qu'il va y avoir de nouvelles stratégies qui vont être mises en place par les entreprises, enfin, de nouvelles stratégies d'internationalisation, par exemple? Alors, peut-être nouvelle stratégie d'internationalisation, mais avant que ça ait une incidence sur, la stratégie, d'internationalisation et de l'appréhension des risques à l'international, je pense qu'il va y avoir déjà une prise de conscience de beaucoup d'entreprises de ce que sont réellement et quel est l'impact des sanctions économiques sur de l'activité existante.
Je vais aller au-delà de ça. Les sanctions économiques, il faut les prendre pour les entreprises par deux bouts. Il faut les prendre non seulement dans le prisme des activités qu'elles conduisent à l'export, donc les pays dans lesquels elles sont actifs, les contreparties étrangères avec lesquelles elles ont des relations d'affaires, que ce soit des clients, des fournisseurs, des sous-traitants, des co-traitants. Et il faut également regarder les sanctions économiques sous le prisme des besoins en financement de ces entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, quand elles cherchent à se financer, elles vont voir leur banque, elles vont éventuellement émettre des titres sur les marchés de capitaux. En tout cas, quand elles vont se financer, on leur demande de plus en plus de s'engager à ce que l'argent qu'elles reçoivent ne soit pas utilisé dans des activités qui contreviendraient aux sanctions ou avec des personnes qui sont sanctionnées. Et beaucoup d'entreprises, jusqu'à aujourd'hui, avaient une approche finalement, elles ne conscientisaient pas forcément la portée de ces engagements. C'est-à-dire qu'elles s'engageaient à respecter le droit américain, le droit français, le droit britannique, etc. Et donc à ne pas faire des activités qui contrevenaient à ces sanctions. Et aujourd'hui, ce que je remarque de plus en plus, c'est que maintenant que les sanctions, ça fait quelques semaines qu'elles s'installent et que les entreprises ont passé cette phase de sidération et qu'elles sont maintenant plus dans une phase de gestion du risque, elles se disent, elles regardent aussi tous les engagements qu'elles ont pu prendre jusqu'à maintenant et elles se rendent compte en fait à quel point elles étaient aussi rattrapées sur ces sujets par les financements qu'elles allaient chercher. Et ces sujets-là, c'était des choses qui n'étaient pas forcément conscientisées pleinement par les entreprises. Pour la stratégie à l'international, je pense que ça suppose aussi que l'entreprise, elle intègre ça dans sa gestion de ses risques, donc elle cartographie ses risques, qu'elle soit plus vigilante aussi sur les contreparties avec lesquelles elle est en relation d'affaires. Parce que la difficulté des sanctions, c'est que ça touche des territoires donnés, mais ça touche aussi des personnes indépendamment de ces territoires. Vous avez des personnes sanctionnées qui ne sont pas forcément russes, qui peuvent être allemandes, qui peuvent être tchèques, polonaises, gabonaises, togolaises, enfin d'un peu partout dans le monde. Et en fait, l'entreprise, là, elle a l'obligation de vraiment regarder aussi, au-delà des zones géographiques, qui sont ses contreparties pour s'assurer de ne pas contrevenir à ce risque qui devient de plus en plus grand parce qu'il y a une multiplication des textes auxquels on assiste depuis maintenant 8 semaines avec une véritable inflation législative au niveau européen et de manière plus globale au niveau des pays occidentaux. C'est une remise en cause totale de l'entreprise. Enfin, c'est des audits complets qu'il faut mener. C'est des audits complets. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là aussi, je distinguerais, en tout cas, des quelques semaines de travail sur ces nouvelles problématiques, même si je pense que si on avait cette discussion dans 6 mois ou dans un an, peut-être que ma réponse serait peut-être plus fournie. Mais en tout cas, ce que moi, j'ai de manière assez empirique constaté, c'est qu'on a vraiment eu d'abord une première photographie des activités. C'est-à-dire qu'on s'est dit, moi, je suis active en Russie, j'ai une filiale, j'ai une succursale, j'ai un réseau de distribution, j'ai des fournisseurs, j'ai des clients en Russie. Donc, je fais une photographie de mon existant et je regarde en fait relation d'affaires par relation d'affaires ou établissement par établissement, si oui ou non je peux continuer mes activités. Donc ça, c'est un travail qui est en cours pour beaucoup d'entreprises, mais qui commence à vraiment bien se structurer. Mais au-delà de ça, et c'est ce qui va dans le sens de votre question, euh, une fois que ce travail sera fini et une fois que les décisions seront prises, sachant que le droit évolue de semaine en semaine, donc une analyse qui a été faite il y a 15 jours n'est plus valable possiblement aujourd'hui. Je vous donne un exemple très concret. Depuis mardi dernier, depuis la publication du dernier règlement sanction, vous avez une interdiction d'avoir des personnes russes qui candidatent à vos marchés publics. Donc ça c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'au 8 avril et qui existe depuis le 9 avril au matin. Et donc ça veut dire qu'une entreprise qui a des marchés publics, par exemple, qui soumissionne ou qui lance des marchés publics, doit dorénavant être très vigilante à savoir qui est-ce qui candidate à ces marchés publics pour éviter que des personnes physiques ou des personnes morales russes répondent à ces appels d'offres. Mais au-delà de cette analyse, on va dire, cette photographie de son activité et son exposition directe à la Russie, l'entreprise va devoir aller au-delà parce que la nature ayant horreur du vide, les relations commerciales qui étaient directes avec la Russie, elles vont peut-être passer par des canaux détournés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pays, on l'a vu avec l'Iran sur les sanctions iraniennes, les flux commerciaux entre l'Occident et l'Iran se sont considérablement réduits, mais vous avez beaucoup de flux, notamment avec la Turquie, notamment avec les Émirats arabes unis, notamment avec le Pakistan, avec des pays voisins, qui ont permis en fait à l'économie iranienne de trouver des canaux alternatifs d'approvisionnement ou de vente. Et il est fort à parier qu'au niveau de la Russie, on a exactement la même problématique. C'est-à-dire que une fois que l'entreprise aura photographié son activité russe et qu'elle aura déterminé quelles ou quelles activités doivent être terminées, ces activités qui auront été clôturées, elles
perdureront peut-être par des canaux détournés. Donc, ça veut dire que l'entreprise, dans un futur un peu plus lointain, elle devra être vigilante à ses relations d'affaires avec la Chine, elle devra être vigilante à ses relations d'affaires avec l'Inde, elle devra être vigilante à ses relations d'affaires avec le Moyen-Orient de manière globale, parce que il faudra qu'elle s'assure que ce qu'elle a arrêté avec la Russie ne trouve pas une porte d'entrée détournée par ces pays-là. Et donc, ça va dans le sens de votre question, au sens où, oui, c'est une remise en cause assez profonde de la gestion de l'international et du risque à l'international. Et c'est vrai que là, on rentre dans une terre inconnue pour l'entreprise parce que on apprend en marchant et que de semaine en semaine, en fait, on appréhende les risques nouveaux tels qu'ils se présentent à nous et on adapte aussi notre stratégie de développement à l'international pour être en pleine conformité avec cette réglementation. Comment ça suppose quand même uniquement, c'est possible de la part des grandes entreprises. Je suppose que les PME sont moins au fait de tout cela ou n'ont pas les moyens financiers, humains et juridiques de gérer tous ces changements. Oui et non. Alors oui et non parce que l'écosystème des PME, à l'export, alors il y a forcément des il y a toujours des contre-exceptions, mais l'écosystème des PME à l'export, il fonctionne aussi, dans le sillage de grands groupes. Vous avez, dans le secteur de l'aviation, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des transports, vous avez des grands, fleurons industriels français ou européens. Et puis vous avez ensuite toute une série de sous-traitants, de co-traitants, de fournisseurs, quels qu'ils soient. Même si, pour répondre à votre question, ces entreprises-là, elles sont moins équipées, humainement, financièrement, juridiquement, pour appréhender cet univers réglementaire très, très mouvant, elles bénéficient par, effet de bord, de tout le savoir-faire et de tout l'accompagnement des groupes dans le siège duquel elles travaillent. Moi, je le vois dans le secteur de l'aéronautique, par exemple. Vous avez donc des fleurons de l'industriel qui, eux, ont des services juridiques et des services de conformité qui sont excessivement bien structurés et qui ont la capacité, soit en interne, soit avec l'appui de conseils comme moi, de suivre au fur et à mesure l'évolution des sanctions et toutes les conséquences opérationnelles que ça a. Et puis, vous avez toute une série d'équipementiers dans le secteur de l'aviation qui, eux, sont des PME, des TPE, des entreprises. Parfois, c'est une entreprise avec 10 personnes, mais qui travaille pour le compte ou dans le sillage de grands groupes aéronautiques. Et donc, elles se voient finalement dans l'obligation de se mettre dans le sillage des décisions de ces entreprises, parce qu'en fait, ces entreprises pour lesquelles elles travaillent, en fait, leur imposent des conditions, les sensibilisent aussi beaucoup. Et donc, c'est un moyen pour l'écosystème de PME et de TPE en France et en Europe de se tenir au fait des choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez quand même, et ça c'est important de le rappeler, on a des autorités dans chacun des États membres qui sont là aussi pour aider. Moi, je le vois, alors moi j'accompagne beaucoup de mes clients devant la Direction générale du Trésor ou devant le service des biens à double usage qui chapeautent toutes ces questions et ces problématiques de sanctions économiques et des incidences que ça a sur les flux commerciaux. Mais, et je le fais pour le compte de grands groupes ou de plus petites entreprises, mais les entreprises ont la possibilité de saisir directement également le service, le bureau des sanctions économiques au sein de la Direction générale du Trésor. Et cette saisie, elle est, et c'est un service qui est très compétent, qui est très professionnel et qui est là aussi pour accompagner les TPE. Il faut également savoir que, au-delà de ces textes de sanctions, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, vous avez énormément de foires aux questions qui sont mises à jour au fur et à mesure. Et donc, d'une certaine manière aussi, les TPE et les PME bénéficient des interrogations que se posent les grandes entreprises. Parce que moi, quand j'ai un client qui est un grand assureur ou qui est un grand acteur de l'énergie ou un grand avionneur, je vais pour son compte poser toute une série de questions de clarification, soit directement à la Direction générale du Trésor, soit directement à la Commission européenne. Et en fait, la Commission européenne et la Direction générale du Trésor, en fait, elles agrègent ces questions. Et en fait, quand elles arrivent, quand elles sortent d'un particularisme donné et quand elles ont une portée plus universelle, elles viennent alimenter une foire aux questions. Ces foires aux questions sont très pratiques, elles sont vraiment très accessibles pour les TPE et les PME. Si ça va être des choses très concrètes sur, voilà, est-ce que j'ai un client qui est actif au Kazakhstan, par exemple, pour acheminer mes marchandises vers le Kazakhstan, je vais passer par le territoire de la Fédération de Russie. Est-ce que le transit
par le territoire de la Fédération de Russie est ou non contraire aux sanctions économiques? Ou est-ce que, à l'inverse, c'est quelque chose qui est possible dès lors que l'entreprise s'assure que les marchandises vont finalement bien au Kazakhstan? Et ça, c'est une question qui est très pratique, vous en conviendrez. Et cette question-là, c'est une question qui n'est pas facile à aborder pour une TPE ou une PME qui n'a pas forcément les compétences ou les moyens humains et financiers pour répondre à cette question. Mais cette question elle est aussi posée par des grands groupes. Et quand elle est posée par des grands groupes, je vous donne cet exemple précis parce que c'est une question que on a posée pour le cadre de l'un de nos clients et pour lequel la Direction générale du Trésor a mis à jour sa prorogation. On a une réponse maintenant très précise. Et donc moi, je suis TPE dans la région lyonnaise ou dans la région de Grenoble et j'ai des clients dans des anciennes républiques soviétiques. Je peux tout de suite savoir si j'ai le droit d'envoyer ces marchandises, quand bien même ces marchandises transiteraient par le territoire russe. Que risque le chef d'entreprise qui violerait ces sanctions? Alors, il y a la difficulté des sanctions, c'est que vous avez à la fois les sanctions européennes, mais vous avez aussi les sanctions britanniques, vous avez les sanctions américaines. Et il y a beaucoup d'entreprises, et je profite de ce forum pour aussi les sensibiliser. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment des TPE et des PME, qui n'ont pas conscience de l'extraterritorialité du droit. Par exemple, je vous donne un exemple le plus pratique possible. Je suis une entreprise qui fabrique des appareils de télécommunication, par exemple, de systèmes de radio, disons. Ces appareils, en fait, pour les construire, j'ai 50 ou 40% de produits ou de composants de technologies d'origine américaine. Ce que je vends, même si je le produis en France, même si ce sont des ouvriers ou des ingénieurs français qui le produisent et si c'est des commerciaux français qui le commercialisent, ce produit-là, il est soumis à la réglementation américaine. Autre exemple, je vends des produits agricoles, par exemple, ou de machinerie agricole à un acheteur en Russie ou ailleurs. Ces produits sont vendus en dollars parce que pour des raisons qui me sont propres ou parce que c'est la monnaie, la devise qui est utilisée sur ce type d'échange, je le fais en dollars. Quand bien même la machine, elle a été strictement fabriquée en France, elle n'intègre que des composants français, elle a été faite par des ouvriers, par des ingénieurs français, elle a été commercialisée par des Français. Le fait de la vendre en dollars permet aussi au droit américain de s'appliquer. Je vous dis tout ça parce que pour répondre à votre question de quels sont les risques, en fait, les risques ne sont pas les mêmes au niveau français et au niveau américain. Au niveau français, très directement, la contravention, donc la violation des sanctions économiques, c'est un délit donc, qui est prescrit au bout de 6 ans. Donc, les autorités compétentes ont 6 ans pour éventuellement lancer une instruction contre l'entreprise et le chef d'entreprise qui contrevient. C'est un délit qui est sanctionné par une peine de prison qui peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende qui peut aller jusqu'à 2 fois le montant de l'opération commerciale. Donc, vous vendez, on revient sur l'exemple de notre tracteur, vous vendez un tracteur à un client, à une personne sanctionnée en Russie. Ce tracteur a une valeur marchande je vais essayer d'être le plus juste possible, disons 150 000 euros. Théoriquement, le chef d'entreprise peut, je dis bien théoriquement, être puni juste par une peine de prison d'un maximum de 5 ans, parce que c'est un délit. Et par ailleurs, l'entreprise peut être sanctionnée, recevoir une amende de 300 000 euros au maximum. En pratique, il faut savoir que ce sont des sujets qui n'ont pas donné lieu à beaucoup d'occasions pour la force publique de lancer des poursuites. On a finalement une jurisprudence qui est très, très isolée et les quelques cas de contravention ont donné lieu à ce qu'on appelle une composition pénale. Donc la composition pénale, c'est une forme de justice négociée, c'est comme un plaidé coupable, si vous voulez, mais de moindre nature. Donc certaines entreprises ont été sanctionnées par des petites amendes, par des interdictions de candidater à des marchés publics ou des choses de cette nature-là. Mais à notre connaissance, en tout cas, il n'y a pas eu de peine de prison ferme prononcée contre le dirigeant. Ça, c'est la partie européenne, française et européenne. Au niveau américain, si le droit américain s'applique, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, parce que vous intégrez par exemple des composants d'origine américaine ou que votre opération elle se fait en dollars, là, les enjeux sont beaucoup plus importants. Ils sont beaucoup plus importants pour 2 raisons. Déjà, il y a une culture des poursuites pénales aux États-Unis de ces sujets-là. Donc, les États-Unis, contrairement à l'Union européenne et à la France, poursuivent beaucoup plus activement les entreprises, quelle que soit leur taille, qui contreviennent aux sanctions économiques américaines. Les amendes sont plus importantes. Les amendes peuvent se chiffrer en plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars, quel que soit le montant de l'infraction. Et les peines de prison sont plus fréquentes. Et
par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de noter que les États-Unis, dans le cadre notamment de justice négociée sur ces sujets, elles conditionnent en fait la signature d'un accord avec l'entreprise qui a contrevenu aux sanctions économiques américaines à l'identification des responsabilités individuelles du dirigeant en amont. Donc ça veut dire que le dirigeant, l'entreprise doit d'abord donner tous les éléments qui permettront éventuellement d'obtenir la condamnation du dirigeant avant de pouvoir transiger et négocier et conclure un accord avec les autorités américaines. Et donc le risque américain est beaucoup plus fort. Et je vous donne un exemple volontairement provocateur parce qu'on n'est pas forcément dans l'écosystème des PME, mais c'est au nom de ces contraventions aux sanctions économiques que la BNP a été sanctionnée une amende de quasiment 9 milliards de dollars. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que cette amende, dans le tout début des négociations qui ont été faites entre la BNP en tout cas avec le risque maximum plutôt, auquel la BNP était potentiellement exposée, se chiffrait en plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc cette amende, même si elle peut paraître astronomique, aurait pu être encore plus importante sur la base de l'information qui a été publiquement communiquée. Sachant qu'en plus, pour la BNP, et c'est le propre de toutes ces sanctions économiques, c'est qu'il y a une publicité aussi des décisions. Donc ça veut dire qu'une entreprise, une PME ou une TPE française qui serait poursuivie aux États-Unis et qui signe un accord, en fait, toute l'information, donc toute la publicité de cette sanction, de cette amende, des peines de prison éventuellement prononcées contre le dirigeant serait aussi rendue publique, ce qui est quand même particulièrement dommageable en matière de réputation et en matière de sérieux vis-à-vis de ses clients ou vis-à-vis de ses fournisseurs. On l'a vu également avec l'affaire Alstom, hein, et l'emprisonnement d'un de leurs dirigeants donc, pour Exactement, une avec affaire le de fait corruption. de Frédéric Chavochi, et qui a été emprisonné à 2 reprises d'ailleurs, hein, comme vous le savez certainement, et qui a d'ailleurs, à très juste titre, je pense, et de manière très louable, témoigné de cette expérience. Et je pense que ça a aussi été, on était sur des problématiques de corruption, pas de sanctions économiques, mais qui montrent la puissance de la machine judiciaire américaine. Et je pense que ça a été enfin, l'ayant rencontré à plusieurs reprises et ayant échangé avec lui, et l'ayant vu également à l'œuvre auprès de dirigeants d'entreprises, son témoignage a eu un vrai poids dans la prise de conscience des entreprises, et c'est souhaitable parce que c'est vrai que le droit américain est un droit qui est beaucoup plus brutal dans sa mise en œuvre et les entreprises, quand elles s'y font face, sont particulièrement choquées et chamboulées de la manière dont elles sont traitées, et les dirigeants sont particulièrement acculés aussi dans ce système très accusatoire. On est plutôt dans de la guerre économique que de la violation de sanctions. Là, on rentre dans la polémique. Je me demandais combien de temps combien de temps on allait. Vous avez raison. Vous avez raison. Le droit, et ça c'est intéressant, ça vaut pour les sanctions économiques, mais ça vaut également pour la corruption ou autre. Le droit est très est de plus en plus utilisé comme une arme économique. Et je fais une digression volontaire. Je vais revenir à votre question. Je ne l'élude pas. Je vous promets. Je fais pas l'avocat avec vous aujourd'hui. Mais les sanctions économiques, ce qui est très intéressant, je trouve, d'un point de vue géopolitique pour le coup, c'est que c'est en train de devenir l'instrument privilégié de résolution, ou en tout cas de tentative de résolution des litiges. Quand on regarde historiquement le recours aux sanctions économiques, on a 2 courbes qui se croisent, on va dire, je pense, à la fin des années 2000, entre l'interventionnisme militaire d'un côté, qui est en déclin, et l'utilisation croissante des armes de sanctions économiques. Et ce qui est très intéressant dans la rhétorique, et ça va dans le sens de l'arme économique auquel vous faisiez référence, c'est que dans la rhétorique qui a été retenue par les dirigeants européens et occidentaux de manière plus globale, c'est cette rhétorique de nous n'avons pas la possibilité, où il y a une forme d'impossibilité à aller dans l'incursion militaire ou dans la réponse militaire. La seule réponse que nous, occidentaux, pouvons apporter à cette situation que nous condamnons avec la plus grande fermeté, c'est l'utilisation de sanctions économiques. Ce qui est très intéressant, c'est que la même typologie de conflit, même si on était plutôt sur une guerre civile entre pays, quand on a eu l'embrasement de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, on a eu en appui militaire, on a eu des casques bleus, on a eu des bombardements de puissances alliées. Et donc là, on voit que 25 ans après, sur un front qui est finalement pas très lointain, on privilégie l'instrument économique, sanction économique par rapport l'instrument juridique, sanction économique par rapport à l'instrument militaire. Et c'est vrai que c'est vrai pour tout. C'est vrai pour
c'est vrai que pour la Syrie où on a vu un désinvestissement progressif des alliés, c'est vrai pour le Mali où on a un désinvestissement, où il y en a un désinvestissement militaire et des sanctions qui ont été adoptées. C'est vrai pour le Venezuela où il fut un autre temps, les Américains auraient envoyé des troupes ou des agents secrets pour déloger Maduro et finalement ils ont adopté des sanctions économiques. Et la Russie, je trouve que c'est vraiment le parangon de cette utilisation de cette arme juridique. Après, cette réflexion géopolitique, elle s'inscrit dans une réflexion plus globale du droit comme arme économique. Et là où vous avez raison, et c'est ce à quoi vous faisiez référence en parlant d'Alstom notamment, c'est que les États-Unis, et ce qui est marrant, c'est que la Chine a cette même réflexion 25 ans après, ont conscience que la Lex Americana, c'est très puissant. Ça peut contraindre des entreprises, ça peut contraindre des pays, et ça a une portée bien au-delà des frontières, qui est beaucoup moins coûteuse que le recours à la force. Et les États-Unis ont été les premiers à penser et à réfléchir cette Lex Americana comme arme économique. Et la Chine, ce qui est très intéressant, ce qui montre vraiment l'émergence de cet outil sur le plan géopolitique mondialisé, la Chine, depuis quelques années, a fait de très profondes réformes de son système judiciaire pour justement prendre des mesures analogues. Il y a en Chine, par exemple, des mesures de restriction des exportations qui sont similaires aux mesures de restriction des exportations américaines. Il y a en Chine des mesures de contrôle des investissements étrangers. Il y a en Chine des mesures qui visent à sanctionner des entreprises occidentales qui essaieraient d'imposer l'application extraterritoriale du droit américain, du droit européen. Donc on voit que la Chine a conscience aussi de la nécessité de construire un droit puissant, un droit qui n'a pas une simple vocation régulatrice, mais qui a également une vocation peut-être belliqueuse, ou du moins qui permet d'assurer une forme d'hégémonie. Et c'est vrai que la crise actuelle est le parangon, ou vraiment le sommet de cette place du droit, avec toutes les conséquences dont on a parlé jusqu'à maintenant sur les entreprises, et ce qui pose des questions plus philosophiques quand c'est la force militaire, c'est l'État qui est en charge, quand c'est l'arme économique que sont les sanctions ou la lutte contre la corruption, bah, finalement, la charge, elle bascule de l'État vers les entreprises, vers les acteurs privés. Et c'est vrai que ça met une pression très forte sur tout l'écosystème des entreprises qui se retrouvent acteurs finalement de la géopolitique alors qu'elles n'étaient que spectatrices de la géopolitique dans des conflits armés. Donc, à vous entendre, si on assiste en plus à un découplage des économies chinoises et américaines, il faudra qu'on soit des spécialistes de la loi américaine avec de la jurisprudence qu'on sait, qu'on connaît généralement, où on peut anticiper, et puis de la loi chinoise où tout n'est pas beaucoup, tout écrit et dans lequel il y aura besoin de beaucoup d'accompagnement pour s'en sortir. Tout à fait. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, ce qui est très intéressant, je trouve, dans votre question, c'est ça me permet de reboucler, en fait. Vous me disiez, quand je vous parlais de ces changements de paradigme, les sanctions économiques, ça s'inscrit plus globalement dans la gestion du risque et dans la conformité ou la compliance, si on fait un anglicisme. Et ce sont des sujets qui étaient vraiment des sujets très mous dans l'entreprise, qui, d'ailleurs, même d'un point de vue gouvernance, ne savaient pas forcément très bien se placer. Est-ce que c'était des sujets qui étaient plutôt juridiques? Est-ce qu'on était plutôt dans des sujets de gestion des risques? Est-ce qu'on était dans des sujets de gouvernance? Est-ce qu'on était dans des sujets de secrétariat général, etc. Et là, en l'occurrence, on voit l'émergence de manière beaucoup plus structurée de cette pratique, ce qui montre que l'entreprise, en fait, elle a dû s'adapter à ça. Et ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, quelle que soit sa taille, et c'est de plus en plus vrai malheureusement, elle ne peut pas, elle ne peut plus opérer à l'international. Alors après, si c'est une entreprise locale qui a un marché local, a priori, elle n'a pas trop à se soucier de ces problématiques-là, même si par exemple elle intègre des composants ou des produits américains, elle doit quand même être vigilante. Mais dès que l'entreprise bascule dans une dimension d'export, ce qui est très intéressant, c'est de se dire elle n'a plus aujourd'hui le loisir de ne pas connaître et de ne pas maîtriser ces risques-là. Et c'est assez intéressant parce que je travaille beaucoup avec le gouvernement français sur ces sujets, avec la BPI, et notamment avec tout le réseau que la BPI dans le financement déploie dans les différentes régions dans lesquelles elle a des représentations. Et j'ai fait plusieurs fois, d'ailleurs une fois dans votre région au sens large, en Rhône-Alpes, à Lyon, une formation avec un parterre de PME pour le coup, qui avaient toute vocation à devenir des entreprises exportatrices, ou en tout cas qui voyaient leur levier de croissance à l'international. Et la BPI a intégré ça, elle a intégré dans son champ de formation et d'accompagnement cette gestion du risque-là.
Et donc, au-delà d'ailleurs de ce dont je vous parlais sur la Direction générale du Trésor, sur les grandes entreprises qui finalement emportent dans leur sillage toutes les PME pour lesquelles qui travaillent pour leur compte. Il y a des PME et des TPE également qui sont, si elles sont accompagnées par exemple par BPI France ou par d'autres organismes publics, en fait, qui bénéficient aussi de cette sensibilisation, de cette formation et de cette volonté d'autonomiser au maximum leur prise de décision sur des risques à l'international. Alors, la transition est toute trouvée. Je forme des futurs managers d'entreprise. Comment je dois intégrer cette nouvelle dimension dans ma formation? Alors, vous devez, c'est une excellente question, et n'y voyez vraiment pas aucune, je ne prêche absolument pas pour ma paroisse. Je pense que pour l'intégrer de la manière la plus intelligente et la plus audible possible, c'est déjà de la comprendre juridiquement, c'est-à-dire de comprendre les risques, de bien, voilà, de bien dire, voilà, quels sont, tous les régimes de sanctions qui sont susceptibles de s'appliquer, voilà, quelles sont les réglementations en matière de lutte contre la corruption, les réglementations, en matière de fraude. Donc vraiment avoir déjà un 1er bagage. Là, je parle au formateur, hein, pas forcément à ce que le formateur ensuite dispense aux chefs d'entreprise ou, aux managers de ces entreprises-là. Mais, il y a vraiment un travail de connaissance du droit, d'apprendre le droit, donc soit seul, soit accompagné d'avocats. Alors, si vous le faites accompagné d'avocats, il faut essayer de trouver des gens qui ont une connaissance de l'entreprise, parce que souvent le problème de l'avocat, c'est que l'avocat, c'est un théoricien du droit. Et après, il faut le mettre en musique, il faut être conscient des réalités opérationnelles, des moyens humains, etc. Donc, bon, trouver le bon avocat pour le faire avec vous. Et puis ensuite, c'est vraiment le faire de la manière la plus pratique possible. C'est poser des questions. Moi, ce que je sais, moi j'ai l'occasion de faire ce type de formation-là, soit seul, soit conjointement avec des formateurs comme vous, j'essaie de simplifier à outrance, c'est-à-dire que je suis dans des logiques d'arbre de décision, ça ne sert à rien d'essayer d'emporter une expertise pleine et entière des opérationnels de l'entreprise. Ce qui est important pour l'opérationnel de l'entreprise, me semble-t-il, sur ces sujets-là, c'est d'avoir une feuille de route, c'est-à-dire se dire, voilà, là, sur mon activité, est-ce que mon activité, elle présente un lien avec l'étranger? Oui, non. Si c'est non, bon, a priori, le risque, peut être en matière de corruption ou autre, mais il est plus cantonné. Ah, oui, je suis à l'international. Je suis à l'international, vers où je suis? Est-ce que je suis au sein de l'Union européenne ou est-ce que je suis en dehors de l'Union européenne? Si je suis en dehors de l'Union européenne, est-ce que je suis dans une liste et vous mettez une liste de 10-15 pays? Si je suis et ainsi de suite. Et en fait, ça marche bien. Moi, je l'ai vu en pratique, ça marche très, très bien parce que d'une part, c'est audible, c'est-à-dire que toute personne, qui a la tête bien faite peut comprendre en fait ça. Ça autonomise et ça responsabilise aussi et surtout, ça montre que finalement, même si c'est très complexe et même si c'est très mouvant, on peut simplifier et surtout on peut éduquer sans que ça donne l'impression d'être dans une forme d'usine à gaz. En tout cas, moi, c'est l'approche que je retiens, mais après je pense que vous avez plein de techniques de formation, qui sont certainement différentes de celle-ci, mais qui, à mon sens, si je devais, à votre place, sensibiliser ou à vos côtés sensibiliser, c'est comme ça que je prendrais, le sujet. Non, non, j'aime bien cette méthode parce qu'en plus, bon, nos étudiants ne sont pas très au fait de ces éléments et vivent, enfin comment, il faut avoir de l'expérience en entreprise ou avoir déjà vécu des situations, participé à des situations de ce type pour bien comprendre. Et effectivement, le questionnement peut avoir une autre approche. On arrive au terme de l'entretien. Le rituel dans mes interviews, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui la pose. Quelle est la question que vous auriez aimé me poser? Moi, j'ai une question qui, enfin, je suis ravi je suis ravi de voir que vous vous intéressez à ce sujet, mais est-ce que c'est un sujet sur lequel, vous avez été exposé, soit dans les enseignements que vous demandez, soit dans des questions, soit dans des retours, par exemple, de vos étudiants? Est-ce que dans les stages qu'ils ont pu faire dans le cursus, de votre école, c'est des sujets sur lesquels, ils ont été, auxquels ils ont été exposés? Et si oui, comment est-ce que votre établissement, l'a géré? Votre école l'a géré? Alors, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de formations, donc on Oui. a immanquablement des étudiants qui ont dû être exposés à ce type de situation. Et je pense que ça a plutôt été traité dans l'entreprise, avec un accompagnement dans l'entreprise. Bon. Ensuite, nous, en tant qu'institution d'enseignement supérieur, on n'a pas encore, ou jusqu'à présent, nous n'étions pas concernés par des sanctions, quoique, mais on va l'être de plus en plus. Nous avions des activités en Russie qu'on a dû donc suspendre. On a eu à un moment donné des activités également en Iran. Donc ce risque géopolitique, il commence à devenir, oui, important et il faut vraiment
qu'on soit vigilant. Et je rebondis, hein, je sais que j'avais Oui, quelques allez-y. mais je me dis non, après une question peut-être plus spécifique, en fait, est-ce que chez dans votre école, c'est à l'étude au-delà d'interviews comme celle-ci, de vraiment d'essayer de structurer un corpus, alors peut-être pas sur les sanctions, parce que c'est un sujet qui est très pointu, mais peut-être plus global sur la gestion du risque, la gestion du risque de conformité, pour vos étudiants? Parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel, enfin, vous l'aurez compris, en tout cas, j'espère avoir apporté à votre conviction, mais sur lequel ils seront nécessairement exposés dans leur carrière professionnelle, et ça rend d'autant plus, même s'ils se destinent à des fonctions commerciales ou des fonctions financières, ça peut être intéressant pour eux d'avoir justement ce bagage-là, même s'ils ne deviennent pas eux-mêmes juristes ou responsables de conformité des entreprises pour lesquelles ils travailleront. Alors, nous, on doit jouer sur deux leviers. Le premier, c'est une culture générale d'entreprise dans la formation. Et de dire, quels que soient les projets professionnels des étudiants, ça doit faire partie de leur culture générale. Et puis, parce que, là encore une fois, vous l'avez fort bien dit, dans leur entreprise, immanquablement, ils seront touchés à un moment donné. Et il faut qu'ils puissent comprendre des décisions qui peuvent être prises dans l'entreprise, des décisions d'aller dans des pays, de ne pas y aller, de se retirer et autres. Et donc ça, c'est plutôt par la formation, par des cours, peut-être par des stages, des études de cas et autres, en sachant qu'on a, nous, un aspect géopolitique qui est un peu plus important. Ensuite, notre deuxième levier sur lequel nous devons jouer, nous sommes une école généraliste avec des étudiants qui ensuite se spécialisent. Et donc, par la suite, nous devrons avoir des collaborations pour des certificats de compliance, avec peut-être des associations professionnelles, hein, pour des étudiants qui souhaiteraient en faire leur métier, ou des doubles diplômes. On a déjà des doubles diplômes avec la fac de droit de Grenoble, avec des étudiants qui ont la licence, ensuite des masters. Certains ensuite poursuivent vers pour passer le concours donc, du barreau. Peut-être qu'il y a d'autres écoles qui vont se monter de ce type ou d'autres formations, mais on aura donc cette nécessité d'avoir, je vais reprendre un terme que vous avez utilisé, un écosystème éducatif qui permette à des étudiants qui souhaitent en faire leur métier de pouvoir se spécialiser. Là aussi, en rebondissant sur ce que vous avez dit, parce que c'est important, et je crois que les grands cabinets d'avocats en sont conscients, il faut qu'il y ait une connaissance du monde de l'entreprise qui est particulièrement importante parce que ça permet d'aider à prendre la bonne décision. C'était très clair, et je suis ravi de vous l'entendre, parce que c'est vrai que moi, à titre personnel, c'est ce pourquoi je milite. J'ai pas eu cette chance quand j'étais étudiant, il y a un certain nombre d'années, d'avoir donc cet écosystème. Je l'ai appris au fur et à mesure que ce droit se développait. Mais je pense que c'est un enjeu qui est devenu un enjeu majeur maintenant, et sur lequel, sans même forcément aller vers des formations très spécialisées, je pense que des sensibilisations sur des modules éducatifs sont vraiment nécessaires, et elles peuvent être surtout faites de manière très ludique, et surtout très pragmatique. C'est vrai que moi, ce qui m'anime, en tout cas dans la manière dont je travaille, soit avec des entreprises clientes, soit avec des autorités publiques, soit avec des étudiants dans le cadre de mes différents engagements éducatifs, c'est vraiment d'essayer de faire de cette matière, qui est une matière très technique, quelque chose de très concret, de très opérationnel, et qui vient finalement renforcer la bonne connaissance des étudiants de cet environnement qu'est l'entreprise, et la manière dont l'entreprise, en tant que personne morale, apprend à gérer ses risques. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange passionnant. Effectivement, un domaine entièrement nouveau et qui rajoute, j'allais dire peut-être à des éléments de leadership du chef d'entreprise, parce que cette connaissance et la décision qui va avec amènent beaucoup de choses. Clairement. Merci à vous. Mais je vous en prie, merci.